C'est le 50e numéro de Carré Politique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de BNews. Le procureur de la République, Aubert Kodjo, a fait une déclaration sur les plateaux de la télévision locale il y a seulement quelques heures sur l'affaire Gani Ousoglo. Il faut retenir que l'ancien ministre a été agressé sur une piste d'environ un peu plus de 3 mètres. À quelques encablures de sa ferme, l'enquête suit son cours, mais le procureur invite déjà les populations à la sérénité et au calme et surtout demande d'éviter les commentaires sur les réseaux sociaux, commentaires qui pourraient entraver le déroulement de l'enquête. Je voudrais donc, chers confrères, compter sur votre sens d'analyse pour la manifestation de la vérité sur pas sur ce plateau, mais pour la suite de l'enquête. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. D'abord, Félicien Fayon, merci d'être sur ce plateau. Bonjour Jared et merci. Merci Félicien. Et Alphonse Moïse Soudé, merci également. Bon, merci à vous Jared, bonjour. Nous parlerons d'abord justement de cette agression subie par Gani Ousoglo. Ce sera le premier sujet ce matin. Et puis ensuite, en second lieu, nous parlerons des suspensions tous azimuts au sein des partis politiques après la clôture des dépôts de dossiers de candidature à la Sénat. On passe, chers confrères, aux notes de la semaine. Alors, j'attendais d'avoir le jingle, mais il n'est pas venu. Donc, je vais passer à vous d'abord pour commencer. Alphonse Moïse Soudé, votre note sur l'actualité liée à l'agression de Gani Ousoglo, vous donnez 7, merci. Ensuite, Félicien Fayon, vous donnez quelle note à cette actualité? 6. Je vais donc commencer par vous. On a écouté l'ancien ministre, on ne l'a pas écouté, il a écrit plutôt, je crois, sur les réseaux sociaux, 24 heures après cette agression. Le Seigneur et les mannes de mes ancêtres m'ont permis de survivre à cet ignoble attentat sur lequel je reviendrai plus tard. C'est ce qu'il disait il y a quelques heures. Gani Ousoglo était-il véritablement une menace? Je ne dirais pas oui, je ne dirais non plus non, parce que tout être sur Terre ici est quand même important d'une manière ou d'une autre. Et ça dépend de quel secteur nous parlons, parce que Gani Ousoglo peut être une menace pour des gens, peut être une menace pour d'autres personnes. On ne sait pas s'il y a des problèmes privés avec d'autres personnes pour qui il constitue une menace. Et donc nous ne serons dit ici que Gani Ousoglo n'est pas une menace pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. De toutes les façons, Gani Ousoglo est un fils du pays, et Gani Ousoglo est un Béninois. Je vais recentrer ma question, voilà. Puisqu'il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires après cette agression. Est-ce que sur le plan politique, Gani Ousoglo était une menace? Bon, moi, je vais être honnête et sincère en disant que sur le plan politique, Gani Ousoglo, en tout cas, quand je suis les derniers développements de l'actualité, n'était pas forcément une menace. Il n'est pas chef d'un parti. Je ne le connais même pas membre d'un parti influent. On ne l'a même pas vu ces derniers temps-ci devant de l'actualité politique. Il n'a pas une base, il n'est pas un élu local ou enfin. Vous voulez dire qu'il n'a pas de poids politique? Non, sur le plan politique, Gani Ousoglo, non. Je sais que depuis un moment, dans sa famille, il s'est retiré. Dans sa famille, c'est là où il travaille. Est-ce que c'est là-bas où il a une base politique? Je ne sais pas, mais sur le plan national, Gani Ousoglo, non. Pour que quelque chose lui arrive, je ne pense pas que sur le plan politique, constitue une menace. Peut-être qu'il y a des choses que nous, on ne connaît pas, des paramètres que nous ne maîtrise pas. C'est possible. Mais moi, de ma position de journaliste, Gani Ousoglo, depuis qu'il a quitté le gouvernement, et d'ailleurs même avant même ça, Gani Ousoglo n'avait jamais pesé véritablement sur le plan politique. Non. Alphonse Moïse Soudé, quelques heures juste après cette agression, sous quel prisme est-ce que vous avez, je vais dire, apprécié et en même temps analysé cette situation? Non, d'abord, je dirais que sur le plan politique, Gani Ousoglo, à mon avis, ne dérange personne, ne saurait déranger qui que ce soit. C'est un citoyen libre comme nous. Il est allé déposer son dossier pour être président de la République. Donc ça s'arrête là. La deuxième chose, il faut dénoncer avec véhémence l'agression de tout citoyen. C'est malsain que quelqu'un soit agressé parce que c'est tellement qu'on a voulu le dépouiller de son bien. Et j'ai donné la note 7 parce que je salue la sortie du procureur. Il fallait que le procureur sorte pour faire des mises au point. J'ai lu un peu partout sur les réseaux sociaux toutes les interprétations les plus tordues que l'on puisse faire. C'est vrai que tout à l'heure. Nous sommes déjà dans la pré-campagne électorale, mais le bandit qui vous agresse forcément ne veut pas savoir qui est dans un véhicule. Lui, son problème, c'est la part du gain. Il veut vous dépouiller de votre bien. Donc, le procureur a bien fait de dire il faut calmer tout le monde. Normalement, le premier réflexe des hommes politiques, ce n'est pas de crier à sur le baudet, c'est de calmer tout le monde, de ramener la balle à terre, parce que si l'enquête doit aboutir, il faut que les populations donnent les informations. Mais si les populations ne sont pas rassurées, ils ne donneront pas les informations. Donc je dis, nous ferons mieux de ne pas interpréter autrement cette agression. Martin Assoba avait été agressé dans les mêmes conditions. Il rentrait chez lui, il a été agressé. On ne dirait pas que c'est parce qu'il est
au nom de la société civile. Non, il y a les hors-la-loi, quand ils veulent se faire du putain, ils ne veulent pas savoir qui est en face. Êtes-vous d'avis avec Alphonse Soudé? Est-ce que véritablement cette sortie du procureur, mettons 48 heures après 24 heures après cette agression, est-ce que cette sortie du procureur change véritablement quelque chose? Est-ce que ça a permis de dégonfler la bulle? Moi, j'ai même dit dans un forum WhatsApp que avant que moi je ne prenne position sur cette affaire, il faut que la police ou le procureur parle d'abord. Parce qu'il faut que les autorités officielles nous disent réellement ce qui s'est passé. Parce que nous ne pouvons pas commencer par imaginer déjà oui, qu'on l'a agressé parce qu'il constitue une menace. Parce qu'en fait, quand on connaît la personne, on sait que bon, Ganiou Soglo, c'est pas ça. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a le poste d'une personnalité. Il est quand même candidat à la présidentielle. Il n'est pas encore candidat, parce que son dossier n'a pas été encore validé. Donc il n'est pas encore candidat. Il a postulé pour être candidat, donc ça ne s'est pas encore validé. Mais je pense que la personne humaine est sacrée et qu'il faut continuer par la protéger et il faut dénoncer cette agression. Ça, je suis d'accord pour ça, il faut dénoncer. Et si les auteurs sont appréhendés, il faut les punir avec, il faut les punir sérieusement, sévèrement. Il ne faut pas les pardonner. Mais je refuse la récupération politique que des gens sont en train de faire de cette affaire-là. Notamment Mme Madougou Rekiatski a été la première personnalité à faire un post pour parler de terrorisme politique. On reviendra sur le cas de Rekia Madougou tout à l'heure, mais on a constaté quand même qu'il y a eu beaucoup de réactions depuis le vendredi soir jusqu'au samedi matin. Ça continue, les réactions continuent encore aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est Ganiou Soglo? Est-ce que c'est parce que c'est une personnalité politique qu'il y a eu ce tollé? Parce que, et quand on suit un peu la conférence de presse de l'Union progressiste, Lazare Seruito a bien dit qu'il y avait également eu une agression sur une artiste. Mais on n'a rien entendu. Alphonse Moussoulé. Oui, c'est ça ce qui se passe au pays. Les populations sont agressées tous les jours. Tous les jours, je n'ai pas vu les hommes politiques monter au créneau pour encourager la police à aller loin. Ganiou Soglo, avant d'être homme politique, il était citoyen. On devrait traiter tous les citoyens de la même façon. Maintenant, quand on fait de la récupération politique, normalement, les hommes politiques devaient encourager et le procureur et les services de renseignement à aller très vite pour situer les responsabilités. On ne devrait pas montrer du doigt qui que ce soit, mais c'est de sensibiliser les autorités pour que le dossier avance vite, pour qu'on puisse situer. Parce que certains diront que, bon, c'est vrai que nous sommes en période électorale, mais moi je dis et je répète, Ganiou Soglo, à mon avis, ne dérange personne et ne bouscule pas des intérêts. Maintenant, Félicien Fayon l'a rappelé en début, on peut toujours, une agression d'un homme politique n'est pas forcément ses adversaires politiques. Si vous avez des comptes à régler avec d'autres, ça peut être dans la famille, ça peut être vos amis, ça peut être vos partenaires d'affaires. Donc, il ne faut pas privilégier seulement la piste politique, il faut privilégier d'autres pistes. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, quand tout le monde parle comme ça, ça ne permet pas à l'enquête d'avancer. Et je suis d'accord avec le procureur parce qu'il ne faut pas enflammer, il ne faut pas semer la panique. Parce qu'il y a des gens qui habitent la même zone que Ganiou Soglo. Il ne faut pas amener les gens à rentrer tôt chez eux. Ils laissent les gens faire normalement leurs affaires sans les inquiéter autrement. Justement, et ça nous permet d'ouvrir un autre dossier, sinon de nous engouffrer, si vous voulez, dans cette brèche. Est-ce que, parce que depuis environ mettons 2 ans, 3 ans, on a beaucoup applaudi la police, surtout avec toutes les réformes qui ont été effectuées, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons créer pour notre sécurité et nous dire qu'il y a encore des cas de braquage de façon répétée, enfin pas de façon répétée, mais qu'on peut encore braquer comme ça dans nos agglomérations, dans nos villes? Bon, est-ce que notre pays a atteint déjà le niveau, on ne peut pas de sécurité zéro? Je corrige, on ne parle pas encore de braquage, on a parlé d'agression. Voilà. Et donc, les autorités policières l'ont toujours dit, chacun, là où il est, doit pouvoir assurer sa propre sécurité. Parce que nous n'avons pas encore l'effectif qu'il faut pour qu'il y ait au moins un policier pour 3 citoyens, ce qui est recommandé. On n'en est pas encore là, on n'en a pas encore les moyens. Et donc, nous devons travailler à faire en sorte que nous-mêmes, notre propre sécurité soit assurée. Nous ne devons pas toujours compter sur la police, mais il est important que nous collaborions avec la police. Je ne voudrais pas jeter le tort à la police pour dire que la police a mal fait son travail, parce que mais la police n'est pas tenue de suivre chaque citoyen. Non, j'ai suivi même Genotin qui a rappelé que dès lors que les gens ont déposé leur dossier, l'État doit pouvoir assurer leur sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des candidats à la présidentielle, alors que la Sénat n'avait pas encore rendu publique la liste des candidats retenus pour qu'on leur ait fait des gardes du corps.
Ça, on n'en est même pas encore là. Et donc, c'est là parce que quelqu'un a déposé son dossier qu'il faut d'office lui affecter un garde du corps. Et puis, même si vous affectez un garde du corps, nous avons vu des gens agressés ici alors qu'ils avaient des gardes du corps. Le président Boni Yahi, son cortège a été attaqué aux premières heures de son pouvoir dans ce pays alors qu'il avait toute une garde avec lui. Donc, c'est-à-dire que si c'est planifié contre vous, c'est que ça peut arriver à tout moment. Il faut plutôt remercier Dieu, le pire n'est pas arrivé. C'est à cela qu'il faut s'en tenir et arrêter de nourrir de vaines polémiques et de vouloir faire de la récupération. C'est comme aussi que, bon, les autres qui ne sont pas des autorités ne sont pas importants dans le pays. Vous savez pas être d'une artiste, c'est bien sûr l'artiste Kemi, Oloua Kemi. J'ai même vu, moi j'ai même partagé, relayé, dit, mais ce n'est pas normal ce qui lui est arrivé. Mais on n'a rien dit. La police n'a pas fait de déclaration. Le procureur non plus n'a fait de déclaration. Et sur les réseaux sociaux, ça n'a même pas fait objet de commentaires pour dire, mais Kemi a été agressée, alors qu'elle aussi elle a été agressée, alors qu'elle allait chez lui, chez elle, bien sûr. Elle a été agressée. Personne n'en a parlé. Mais parce que c'est Gani Soglo, parce que Gani Soglo vaut plus que Kemi, selon eux, parce que c'est des êtres humains, mais différents, selon eux. Donc, il faut parler du cas Gani Soglo comme étant un terroriste politique et dire que bon, c'est fini, on lui en veut. Là, vous parlez, je pense que ce n'est pas normal. Nous devons quand même si à la politique, nous devons quand même revenir à nous-mêmes et faire prévaloir l'humanisme dans nos réflexions. C'est vrai que vous parlez là déjà des réactions qu'il y a eu. Vous parlez de Rekia Madougou, candidate à la présidentielle de 2021. Elle est allée trop vite en besogne, selon vous, avec les déclarations qu'elle a eu à faire? Vous savez, quelque part, je condamne la presse. La presse qui se permet de relayer ces choses-là. C'est les réseaux sociaux, c'est pas la presse. Elle a écrit sur sa page Facebook. D'accord. Oui, mais il y a aussi qu'on en a parlé dans la presse. Il faut arrêter ça. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que Gani Soglo, c'est le fils de l'ancien président. Gani Soglo, c'est un candidat à la présidentielle. Gani Soglo, comparé à d'autres citoyens, sont mieux connus. Je suis d'accord. Mais quand vous engagez, lui, il a quitté sa ferme. Ça veut dire que tout peut arriver. Mais je refuse que les hommes politiques le fassent. Pas bon. Avant toute chose, on devait d'abord se préoccuper de la vie de celui qui a été agressé. C'est-à-dire que comment allons-nous faire pour le soigner? Comment allons-nous faire pour qu'il ne meure pas? On doit se mobiliser pour ça d'abord. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un accident, quelqu'un fait un choc, c'est de comment le sauver d'abord. Quand on va le sauver, on va comprendre ce qui s'est passé. Heureusement qu'on l'a amené au centre de santé, il a été évacué. Et sur le Sénat, moi j'ai vu les images hier, le chef de l'État, l'ancien chef d'État, Boni Yahi était à CHV. Nous devons éviter ça. Parce que Kemi a été agressé, mais Kemi porte la culture béninoise. Mais c'est ça. Quand une ambassadrice de la culture béninoise. C'est une ambassadrice, elle chante au Bénin, elle est connue. Ailleurs, on dit, voilà une artiste qui... C'est parce qu'on peut faire des comparaisons, sinon on peut même dire que Kemi est même mieux connu que Gani Soglo. J'aurais aimé que les hommes politiques, tout en parlant de l'agression de Gani Soglo, associer un clin d'œil à Kemi, parce que Kemi aussi, c'est une personnalité Très bien. du pays. Nous étions en train de parler des réactions. Rekia Madougou. Oui, Rekia Madougou qui s'est empressé, fait partie des premières personnalités qui, au lieu peut-être de s'intéresser à la santé et à la vie de Gani Soglo, c'est plutôt précipité pour parler du terrorisme politique, que tout de suite qu'on veut, que voilà le plan. Je pense que ces réactions ne sont pas de nature à amener de la paix dans le pays. Et puis j'ai lu dans un forum voisin, c'est vrai que ça fait rire pour dire que qu'elle croit qu'on est dans son second pays, notamment le Togo, où il y a du terrorisme politique, où il y a de la menace. Alors qu'au Bénin, nous on n'a pas ce problème. Nous sommes un pays de paix. C'est parce qu'il y a agression contre quelqu'un. Mais dans ce pays, on a tué Bernadette Soudi à Agbossou. Elle était membre d'un gouvernement qui était là à l'époque. Elle n'avait rien fait, non? Je crois qu'elle a été garde des Sceaux plus tard. Les agressions qu'il y a eu, comment on appelle, les disparitions de l'homme de Sela, tous ceux-là sont partis. Mais elle avait fait quoi? Elle a été mise à la justice. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle sait que ce n'est pas quand même aussi facile d'attenter à la vie d'un être humain. Bon, simplement parce que bon, la personne a une personnalité politique. Non. Donc, elle devrait plutôt, en tant que candidate, enfin, potentielle candidate, elle devrait plutôt lancer un message de paix, un message de regroupement, un message de fédération. Ça devait être ça, malheureusement. Après Rekia Madougou, il y a eu hier une conférence de presse de l'Union progressiste. On va revenir sur les déclarations qui ont été faites. Mais la dernière réaction, c'est la réaction même de la famille Soglo, selon un site d'information. La famille craint et dénonce notamment la soustraction du chauffeur, qui serait le seul témoin. De quoi a peur la famille Soglo, selon vous? Non, la famille Soglo, normalement, devait chercher à comprendre ce que c'est réellement. Au-delà de toute considération politique, au-delà de ceux qui opposent de l'État, l'ancien chef d'État et tout le monde, on devrait d'abord se préoccuper de
de la santé de Gati. Moi, je suis clair là-dessus. Pour moi, nous, les civils, nous ne pouvons pas mener des enquêtes. Nous ne pouvons pas faire des déclarations pour entraver l'évolution de l'enquête. La police est certainement saisie du dossier. Le procureur est informé. Les services de renseignement sont en train de faire le travail. Je voudrais que chacun... La seule chose que la famille Soglo peut faire, c'est d'appeler les uns les autres au calme. Alors, Moïse Soulé dénonçait tout à l'heure l'attitude, sinon le comportement ou la démarche de certains organes de presse. Est-ce qu'on doit se dire, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la divulgation, ou est-ce qu'on doit être inquiet, je vais dire, pour la divulgation de ces genres d'informations? De quoi est-ce que la famille Soglo a peur aujourd'hui quand on dénonce et quand on dit que le chauffeur a été soustrait alors qu'on sait bien qu'il y a une enquête en cours? Vous savez, c'est comme un voleur qui crie au voleur. Je pourrais comprendre ou bien interpréter la peur de la famille Soglo de deux manières. Parce que des gens veulent tout de suite faire de la récupération politique. Peut-être que les gens avaient pour plan de faire des déclarations aux chauffeurs. Des déclarations qui ne sont pas justes aux chauffeurs. Mais certainement que la police ou bien la justice ont compris qu'il faut faire des enquêtes. Et pour faire des enquêtes, ceux qui étaient dans le champ, ceux qui étaient là, les témoins, les premiers témoins, il faut les extraire. Et pouvoir les mettre en lieu sûr et les écouter après. Pour la sécurité, pour la sécurité d'abord du chauffeur lui-même, première chose. Et puis ensuite, pour des besoins d'enquête. Parce que le chauffeur peut être manipulé après. Si on le laissait dans la nature, il peut être manipulé. On ne sait pas qui est à la base de cette affaire-là. Et donc, c'est normal que la justice, pour faire ressortir la vérité, fasse d'abord extraire le chauffeur, le mettre en lieu sûr, le sécuriser d'abord, le protéger. Et puis ensuite, pour des besoins d'enquête. Maintenant, on ne sait pas ce que la famille, c'est vrai, on connaît la famille Soglo qui, majoritairement, oui, c'est la politique, tout ce qui se passe, c'est la politique. C'est bon, c'est une option. C'est une option. Mais la famille n'avait pas à s'inquiéter du fait que le chauffeur se soit, enfin, qu'on ait extrait le chauffeur. Parce que quelle idée la famille se fait alors? Pourquoi alors? La famille devait plutôt dire, ben, on veut avoir les nouvelles du chauffeur, s'il se porte bien, c'est bon, si c'est pour le bien d'enquête. Est-ce qu'ils savent si c'est le chauffeur? Enfin, c'est une manière de parler, hein. S'il en est pour quelque chose. Eux, ils auraient voulu que le chauffeur soit laissé comme ça dans la nature. Ce n'est pas normal. Donc, l'inquiétude de la famille n'est pas justifiée, à mon avis. N'est du tout pas justifiée parce qu'il ne faut pas que la famille pense que le chauffeur sera manipulé contre eux. Non, c'est en quelque sorte ça l'idée que les gens se font. Très bien. Comment avez-vous analysé la réaction de l'Union progressiste, adversaire politique, mais frère? Non, vous voyez, et quand vous suivez les déclarations des uns et des autres, il y a quelqu'un qui est montré du doigt. Forcément, il y a quelqu'un qui est montré du doigt. C'est-à-dire, soyez plus clair. C'est une agression politique. Et c'est forcément l'adversaire qui a orchestré ça. C'est la lecture la plus simple. Quand vous lisez les terroristes politiques, quand vous lisez, il y a quelqu'un qui est montré du doigt, forcément que c'est quelqu'un qui a commandité. Et il faut déjà décourager ça. Tant qu'on n'a pas fini les enquêtes, tant qu'on n'a pas... Parce que si on finit les enquêtes, le procureur reviendra. On donner les détails. Donc, chacun veut déjà situer les responsabilités. Il faut laisser pas d'interférence. Parce que cette déclaration-là, pour moi, ça constitue des interférences. On est en train de mettre la pression sur les services de renseignement. On est en train de mettre la pression sur la police. On est en train de mettre la pression sur le procureur. Par contre, l'homme progressiste a bien demandé au gouvernement de faire diligence pour qu'on puisse connaître c'est pourquoi j'ai dit que les hommes politiques, en prenant la parole, devaient demander au gouvernement de faire diligence pour que cette affaire-là évolue très vite. Parce que bientôt, la Sénat va se pencher sur le dossier. Si en temps son dossier était retenu, il devient candidat. La Sénat va se pencher sur les dossiers. On va quitter ce sujet, Félicien Fayon, et parler justement, aborder le second sujet de cette émission qui concerne les suspensions tous azimuts au sein des partis politiques. La plupart des partis politiques ou des formations politiques ont procédé cette semaine au dépôt de leur dossier de candidature pour la présidentielle de 2016. Je vais vous demander, chers confrères, de noter rapidement cette actualité. Quand nous parlons des suspensions, il y a véritablement trois partis qui sont concernés. D'abord, la Force Corique pour un Bénin émergent, le Parti des démocrates, et puis enfin le Parti pour la flamme renouvelée. Je crois que c'est bien ça, de Gabriel Lorès Adjavon. Bon, de toute façon, il a été exclu, il n'est plus membre du parti. On va aborder ce sujet tout à l'heure. Je vous laisse voter. D'abord, vous, Félicien Fayon. À ce sujet, moi, je donne la note 8. Voilà, et on passe maintenant à Alphonse Moïse Soudé, qui donne 5. Je vais rester avec vous, Alphonse Moïse Soudé, sur ce sujet. Je m'intéresse particulièrement au cas de FCBE avec Laurent Delors-Faton et Théophile Yarou qui ont été exclus. Théophile Yarou qui était considéré quand même comme celui qui était aux commandes, celui qui cornaquait Paul Onkwe. Il se retrouve aujourd'hui dehors. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette formation politique? Oui, on leur a reproché d'être allé dans les médias. Moi, je dis, il faut la discipline de groupe.
Quand vous êtes dans un groupe, vous faites un débat. Si vous êtes battu, vous devez désormais porter la philosophie qui est retenue par le groupe. Je ne maîtrise pas le règlement intérieur des FCBE, mais j'ai constaté que après la désignation de Djemba et de Humpé, certains n'étaient pas d'accord. Ils ont dit que le règlement intérieur a été violé. Mais au lieu de sanctionner, au lieu de punir, on aurait pu procéder autrement. Parce que si, à la veille d'une élection présidentielle, après la désignation du candidat, vous sanctionnez des gens, vous êtes en train de fragiliser davantage le parti. Parce que derrière ceux qui ont été sanctionnés, il y a quand même du monde. On nous dira, ils sont tous membres du bureau politique. Ils ont derrière eux du monde. Et ils peuvent faire de la contre-campagne pour le candidat. Donc, on aurait pu procéder autrement à les suspendre. Parce qu'eux aussi, ils viennent d'un village, ils viennent des institutions électorales où ils sont écoutés. Donc, s'ils vont là-bas pour se venger de cette suspension-là, ils vont faire campagne pour le camp adverse. Félicien Fayon, quand on prend les FCBE, par exemple, Théophile Yarou, qui est également responsable au sein de cette formation politique, qui a joué un grand rôle, notamment jusqu'à l'aboutissement du dialogue politique en 2009. Théophile Yarou, qui a été le premier à annoncer d'ailleurs que les FCBE n'étaient plus membres de la résistance et qui avait été traité, si je me répète. Quel avenir aujourd'hui politique pour lui? Il se retrouve dehors. Bon, d'abord, j'ai mis la note 8 parce que j'apprécie beaucoup cette actualité au sein des partis politiques, cette manière désormais de fonctionner, parce que par le passé, ce n'était pas ça. Hein. C'est vrai, les règlements étaient là, les tests et systèmes n'étaient pas appliqués. Est-ce que c'est rare d'apprendre qu'on a suspendu un membre du PRD, un membre du PSD, un membre de l'UDP, ainsi de suite? On n'entendait pas ces choses-là parce que quel chef de parti va oser faire ça? S'il fait ça, c'est qu'il perd d'office l'électorat de cette zone-là. Donc aujourd'hui, les partis ont quand même une certaine autonomie. Les partis ont un certain pouvoir où, quand vous déconnez, on vous sanctionne avec courage. C'est pour ça que j'ai mis la note 8, pour montrer que notre démocratie est plus que désormais vive et vitale, j'allais dire. Et donc, pour saluer cette actualité-là au niveau des partis politiques. Revenant donc au cas de Théophile Yarou, moi je pense que ce n'est pas parce que c'est Théophile Yarou. Non, tous les partis politiques doivent savoir raison garder. Il faut suspendre, il faut punir, il faut sanctionner. Mais je pense que le mode de sanction n'est pas forcément la suspension qui est, enfin, n'est pas appropriée. Parce que lorsque ça ne va pas au sein d'un parti politique, j'irai parler où? Si je suis dans un parti, je suis du bureau, où je dis des choses, je ne suis pas écouté. Je ne peux que m'adresser aux médias, je ne peux que dénoncer. C'est vrai, il faut suivre la discipline du groupe, mais je ne suis pas sorti dire ce qui ne doit pas être dit. Mais je suis venu dire qu'il y a des choses qui se passent en notre sein, et que nous sommes en train de tirer la sonde d'alarme, mais les gens ne nous écoutent pas. Mais voilà, je suis venu dire à la face du monde pour que nos militants puissent entendre. Sinon, j'ai quel autre cadre pour m'adresser aux militants? Et donc, ceux-là qui ont parlé, qui ont exprimé leur mécontentement, on devait plutôt les écouter. Essayer de leur faire entendre raison, les calmer, les apaiser et les ramener encore dans le jeu, au lieu de les suspendre. Parce que suspendre Théophile Yarou de FCB, je trouve que ce n'est pas une bonne formule. Théophile Yarou, il doit être de Ndali ou bien de quelque part, là-bas. Vous savez quand même que, ou bien Bembereke, il est quand même populaire, il est populaire, il a été député, il a été ministre. Il fait partie de ceux qui tiennent et qui gardent encore FCB dans cette zone. C'est vrai qu'il a été suspendu, qu'il n'a pas été exclu du parti, contrairement à Gabriel. Si ceux qui sont derrière lui, parce que les gens n'adhèrent à un parti que par des gens. Non, quand on suspend les gens comme ça, moi je dis, je suis gêné. Il n'y a pas la promotion du dialogue. C'est de l'humiliation. Il n'y a pas la promotion du dialogue dans les partis. Est-ce que les partis politiques ou sinon les responsables des formations politiques aujourd'hui ne sont pas à l'épreuve de la réforme du système partisan? Parce que Félicien Fayon a semblé apprécier cette suspension qui a été prononcée quand on prend par exemple le cas des FCBE. Mais est-ce qu'on ne doit pas plutôt dire que les responsables des partis politiques aujourd'hui ont en main un pouvoir, une force qu'ils ne maîtrisent pas encore puisque cette réforme est passée il y a quelques mois? Oui, c'est l'apprenti sorcier qui déclenche des sortilèges qu'il n'arrive pas à maîtriser. Je dis, quand ça se passe comme ça veut dire que dans votre parti politique, il y a absence de dialogue. Il y a des gens qui pensent que quand vous êtes à la tête d'un parti, on ne vous donne pas un couteau pour tuer vos compatriotes, mais vous devez discuter. Parce que le problème que les autres posent, c'est un problème réel? Non. Si c'est réel, vous discutez avec eux. On peut les récupérer au lieu de les... Maintenant que vous les avez suspendus. Quand on prend le cas des FCBE, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la candidature de Alassane Soumanou Djemba. Selon vous, est-ce que Djemba est un bon cheval pour... Est-ce le bon joker pour les FCBE? Je reste d'abord avec Soudé. Oui, c'est justement le bon joker. Ce que Djemba entend a disparu.
Moi, je me suis posé plusieurs fois la question, mais le ministre Djemba a-t-il quitté le pays? Parce qu'on n'a plus jamais entendu. Même dans cette guerre... il préparait peut-être la présidentielle. Non, même au temps du dialogue politique, où les FCB, on les a traités de traite, le nom de Djemba n'a jamais circulé. Dans tous les débats, quand la FCB soit pour parler, on n'a jamais entendu parler de Djemba. Il reste un cas important, les démocrates, le temps file. Mais je reviens à vous sur Djemba. Moi, je pense que je vais peut-être décevoir les internautes. Oui. Djemba est le meilleur choix que le FCB pourrait faire. C'est-à-dire que c'est le meilleur choix qu'ils ont eu à faire. C'est un très bon casting parce que Djemba dans Djougou demeure populaire. Djemba n'a posé encore aucun acte qu'il a rendu impopulaire dans Djougou. C'est vrai, on parle d'une élection présidentielle, mais Djemba quand même a une étoffe, il a quand même... Je m'en voudrais de ne pas vous faire cette question. Oui, sincèrement. Sauf au humain, on sait bien que les FCBE seront aux élections en avril prochain, puisqu'ils ont pu... Ils ont avoir tout... ils l'ont dit. Le parrainage, vous dites que c'est le bon candidat, le meilleur joker. Il pourra battre Talon, Patrice, selon vous? Ce ne serait pas impossible. Ce ne serait pas impossible parce que c'est vrai, Talon aussi a ses tentacules un peu partout, mais FCB également aujourd'hui a des élus un peu partout. Et donc, il faut quand même craindre ce parti-là. Il ne faut pas banaliser FCB. Il ne faut pas du tout les banaliser parce que si on s'amuse avec eux, regardez les résultats qu'ils ont obtenus lors des dernières élections communales et municipales. Qui pouvait imaginer que FCB pouvait avoir la mairie de Kandi? Qui pouvait imaginer que FCB pouvait inquiéter le Bloc républicain à Parakou? Et pourtant, ils l'ont fait. Et donc, c'est pour ça, moi, il dit, il ne faut pas minimiser le duo des FCB. Il faut les prendre au sérieux et travailler pour peut-être les contrer au besoin. Non, moi, je ne les prends pas au sérieux. Ils ne pourront pas battre Patrice Talon. Ne nous trompons pas. Je ne dis pas qu'ils vont battre Patrice Talon, mais je dis que ce n'est pas impossible. Parce que, pourquoi ne peuvent-ils pas battre vous parlez de Djougou. Oui. Venons-en à Djougou. Djougou, vous avez Malik Gomina, vous avez le ministre... Biochane, attention. Donc, ils avaient tous été là. Hein? Non, j'ai dit quand on parle. Cette fois-ci, on parle d'élection présidentielle. Moi, je ne sais pas sur quels critères la FCBE s'est reposée pour choisir Djemba. Je suis qu'ils ont dit que Djemba c'est le candidat. Au niveau des démocrates, Biosawe, pas exclu, suspendu, je crois, c'est bien ça. Suspendu. Irénée Agossa, Corentin Korhwe, Moïse Kérékou. Est-ce que le parti pourra survivre jusqu'aux prochaines élections? Moi, je vais dire, aux prochaines élections, peut-être oui, mais après les élections, ce n'est pas évident qu'on continue pas parler du Parti des démocrates. Après quelle élection? La présidentielle, bien sûr. Ce n'est pas évident qu'on continue pas parler du Parti des démocrates. Ou alors, on en parle, mais ça va devenir comme un parti FCBE qui est là, en lambeau, et puis comme ça, quoi. Parce que, vous savez, Corentin Korhwe, par exemple, est le coordonnateur départemental du Parti des démocrates dans le Koufo. On le sort aujourd'hui du jeu. Il n'est plus là. Ça veut dire que quoi? Toute la coordination LD du Koufo, là, est en l'air. Ça, c'est clair, d'office, c'est ça. Lui et tous ceux qu'il a amenés, ils sont en l'air. Il en est de même pour Biosawe à Tchaourou aujourd'hui. Ça veut dire que quoi? Biosawe a des gens avec lui à Tchaourou. Vous le sortez du jeu. Biosawe est candidat, le fils de Tchaourou est candidat, vous le sortez du parti, vous voulez que les gens de Tchaourou votent pour le parti. Je ne pense pas que cela puisse se passer comme ça. Il est dit à Gossa, quoi qu'on dise, il maîtrise soit quoi, et ainsi de suite. Donc, on a sorti ceux-là. C'est normal, c'est vrai, il faut les sortir parce qu'ils ils se sont disciplinés en quelque sorte. Mais est-ce que la sanction devait être la suspension? C'est ça, en fait, moi, ma préoccupation. Il faut discuter avec les gens. Et puis, d'ailleurs, la manière dont les duos ont été composés montre déjà qu'au sein de ce parti, les intérêts ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas objectifs dans ce parti-là. Chacun cherche pour lui. C'est de ça qu'ils aillent. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas évoluer. Ça ne peut pas marcher. Parce que eux, ils imposent des gens. Et c'est normal que les Agossa et autres, il faut avouer, ils ont dénoncé la candidature de Ricard Madougou, qu'on n'a jamais vu aux réunions de LD, qu'on n'a jamais vu entendu parler de LD. Moi, je n'ai jamais lu le mot LD sur la page Facebook de Ricard Madougou, les démocrates. Je n'ai jamais lu ça sur sa page. Je n'ai jamais entendu ça de sa bouche. Elle a fait cette tournée, elle a fait tout. Mais c'est elle qu'on parachute comme candidat. C'est ça qui a fâché les autres. Mais au lieu d'écouter les autres, on les sort du parti. Alors que vous êtes dans un parti qui est en train de commettre la même erreur que 2016. Parce qu'en 2016, c'est comme ça qu'on avait fait venir Lionel Sissou, imposé au FCBE, alors qu'il n'avait jamais milité au sein du parti. Vous avez échoué. Vous revenez aujourd'hui encore, vous amenez Madougou, c'est vrai, elle n'est pas étrangère, mais elle est étrangère au parti. Vous l'amenez encore là et vous l'imposez à ceux qui se sont battus pour que le parti existe. Je pense que c'est une guerre qui va durer très très longtemps. Au-delà de ce que dit Félicien Fayon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Parti des démocrates a obtenu son récépissé il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était au mois de novembre-décembre, je crois très bien. Mais comment se fait-il qu'il y ait aujourd'hui autant de prétentions? Pourquoi pratiquement toutes les personnalités qui sont au sein de ce parti veulent être président de la République? Non, c'est parce que quelqu'un a décidé de foutre le bordel dans ce parti-là. C'est-à-dire? Oui, Irénée Agossa a parlé. Et moi j'ai dit, je n'ai jamais entendu Ricard Madougou, membre des démocrates. Les démocrates, dans toute leur lutte,
toute leur lutte avant l'obtention du récépissé, je n'ai jamais vu Madougou. Il est venu foutre le bordel dans le parti. Et ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord de cette façon de fonctionner là. Ils ne vont pas perdre leur électorat. Hein. Chacun dans son fief. Justement, les gens vont voter pour lui. Voilà. Et vous allez voir, il y aura une recomposition de ce parti-là. Aujourd'hui, moi j'ai lu, les gens ont eu le culot, je pèse bien mes mots, de vouloir passer Éric Ngoundété en conseil de discipline. Au sein du parti. Au sein du parti. Parce qu'il n'est pas d'accord. Il a dit, voilà, on lui reprocherait de vouloir positionner Joël Aïbo. Tout le monde sait, avant l'arrivée de Madougou, qu'on nous disait que le parti, les démocrates, allaient soutenir la candidature de Aïbo. Qu'on ne nous trompe pas. Maintenant, quelqu'un veut nous foutre le bordel. Je ne sais même pas si c'est avec de l'argent, mais ce n'est pas bon pour un parti. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Béninois ont soutenu les démocrates quand ils n'avaient pas encore le récépissé. On les poussait, on l'a vu. On a vu Éric Ngoundété. Cette fièvre est tombée aujourd'hui. Oui, on a vu Éric Ngoundété se battre. On a vu Nouréni Acharé se battre. Oui. On a vu beaucoup de personnes se battre. Mais elle était où, la dame? Et puis, on lui donne qui encore? On lui donne un certain Patrick Divon, inconnu également au bataillon, qui a été le suppléant de Fassassi Kamarou, qui a siégé une fois la semaine après la nomination de Fassassi, mais depuis là, il n'a plus jamais été élu chef quartier. Donc, quand vous voulez faire les choses, il faut respecter ceux qui se sont battus sur le terrain. Il faut respecter. C'est vrai qu'elle a fait touche pas ma constitution, mais depuis elle est allée à Lomé, elle vit paisiblement. Maintenant, elle vient, elle fout le bordel dans le parti. Alors, et le parti, parce que quand Irénée Agossa a parlé, tout le monde avait déjà compris. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je reprends les propos de Alphonse Moïse Soudé. Quelqu'un est venu foutre le bordel. Il a fini tout à l'heure par Irénée Agossa. Finalement, c'est lui le véritable gagnant, c'est lui le grand gagnant de cette affaire, puisqu'il sera a priori candidat. Comment a-t-il fait selon vous? Non, mais je pense qu'il avait eu d'abord le courage de dire haut ce que beaucoup pensaient très bas. Et puis ensuite, puisque ce qu'il a dit, il a eu raison finalement, les gens ont compris qu'il faut suivre celui qui a raison. Et donc c'est pour ça que Agossa, son management a payé. Il a pu avoir avec lui certains membres du parti, certains membres influents du parti, les démocrates. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il a déposé son dossier et paraît-il même que son dossier pourrait même prospérer selon mes informations. Son dossier pourrait même prospérer au détriment donc, de ceux qui ont essayé donc, de le combattre. Il a dit la vérité. Et en politique, quand vous dites la vérité, c'est sûr, vous avez toujours chance. Je vais vous laisser conclure. Ce qui va se passer aux dernières nouvelles, les 21 parrains qui restent, lui seront attribués. Et les Madougou sont obligés de le soutenir. Ils sont obligés, s'ils veulent, si tant est qu'ils aiment le parti, les démocrates, s'ils se réclament du parti, les démocrates, si Irénée Agossa est retenu, vous levez la sanction et vous l'accompagnez. Sinon, le parti va disparaître. Très bien. On verra si les démocrates suivront vos conseils, Alphonse Moïse Soudé. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Carré Politique. C'était le 50e numéro. Félicien Fayon, merci d'être passé. Alphonse Moïse Soudé également, merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.